Alors l'IA a fait une entrée fracassante à Cham cette année. À peu près toutes les tables rondes en parlent et beaucoup en sont l'objet, la nôtre aussi. Elle est vectrice d'espoir, d'innovation et de progrès. Elle est partout, elle est dans la santé en particulier. Elle est promettrice de correction, d'optimisation du système de santé, même si c'est difficile à mesurer et je souscris tout à fait à ce qu'a dit Étienne Mainviel tout à l'heure. C'est difficile de trouver un chiffre consensus et néanmoins, ça interpelle sur les 50% d'actes inutiles, sur les 42% d'inefficience, sur les diagnostics erronés, 5, 10, 15% selon les publications, les défauts organisationnels bien sûr, et la iatrogénie, on vient d'en parler. Donc l'IA, on a espoir qu'elle aide à mieux guérir, à mieux soigner, à mieux prévenir, à apporter aussi de meilleures conditions de travail et de pratique pour les professionnels de santé, les soignants en tension, notamment pour fluidifier les questions organisationnelles. Elle va réduire l'erreur, elle va réduire l'écart à la norme, l'écart aussi aux meilleures pratiques, c'est ce qu'on espère, en disposant de ressources infatigables 24/7, mieux coordonnées, et permettre aussi de répondre sans doute à un objectif de consommation raisonnée de la santé, voilà, et contribuant ainsi à l'effort de décarbonation. Donc pour autant, et c'est l'objet de nos tables rondes, le débat sur la diffusion émergente mais exponentielle et rapide de l'intelligence artificielle se situe entre l'enthousiasme que je viens de décrire et l'inquiétude. Voilà, et nous avons une table ronde sur l'inquiétude autour de l'intelligence artificielle. Inquiétude sur les risques induits par l'absence de maîtrise et de contrôle. Inquiétude sur des erreurs manifestes dans ces premières applications qui sont d'ailleurs souvent tournées en ridicule et de façon un peu caricaturale. Inquiétude sur le mésusage de l'intelligence artificielle et puis plus globalement sur l'effet de l'intelligence artificielle sur notre société, sur notre civilisation, avec la peur de sacrifier l'humain et l'éthique à la technologie. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un plateau de spécialistes qui conçoivent l'IA, qui l'utilisent, qui la vivent, et qui vont nous apporter des points de vue de médecins, des points de vue de medtech, de chercheurs et d'experts dans le domaine pour ne pas être dans l'ordre du fantasme, mais dans la réalité aujourd'hui de ce qu'est l'intelligence artificielle dans vos pratiques les uns et les autres. Alors on va commencer par Stéphanie Alassonnière, qui est avec nous à distance, avec un petit cours express sur la raison fondamentale pour laquelle l'IA se trompe mécaniquement, puisqu'elle est le fruit d'une science probabiliste. Et donc, se trompe-t-elle ou est-ce qu'elle approche, elle probabilise, et maintenant, avec l'IA générative, elle hallucine, semble-t-il, plutôt qu'elle ne se trompe. Donc, ce que vous allez nous dire, Stéphanie, c'est quelle marge d'erreur pourra-t-on améliorer pour que la performance de l'IA soit vraiment au maximum de ce qu'on peut en tirer, et peut-on l'améliorer au point de balayer les inquiétudes que je viens de décrire? Merci Alix. Bonjour à tous. Désolée de ne pas être présente aujourd'hui, mais effectivement, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qui fait qu'on ne pourra jamais arriver à l'erreur zéro, et a priori, de toute façon, l'erreur humaine aussi tend vers zéro, mais n'atteindra jamais zéro. Donc en fait, l'intelligence artificielle, il y a deux catégories. Il y a l'intelligence artificielle symbolique et tout ce qui est basé sur de l'apprentissage. Dans les deux cas, vous avez des modèles, c'est-à-dire que les mathématiciens proposent une modélisation de la réalité, une modélisation de ce qui est observable dans les données. Et en fait, à partir du moment où ce n'est qu'un modèle, vous approchez la réalité. C'est toujours faux. Et donc, intrinsèquement, puisque c'est un modèle, il y a de l'erreur. Quand vous arrivez sur des techniques d'apprentissage, donc la deuxième catégorie qui enveloppe à la fois l'apprentissage statistique classique avec des modèles standards probabilistes ou tout ce qui est attenant au deep learning, et bien là, vous avez cette partie apprentissage à partir de données. Et donc là, vous introduisez une nouvelle source d'erreur qui est: est-ce que dans la donnée, j'ai l'information qui est pertinente pour pouvoir prendre une décision, en tout cas la question que je me suis posée à partir de cette base de données. Et donc, la première question à se poser, c'est est-ce que déjà, dans la donnée,
il y a l'information qui va me permettre de décider ce que je souhaite proposer comme réponse. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous pouvez modéliser la taille de la population adulte comme un mélange de deux lois gaussiennes, c'est-à-dire deux belles courbes, avec deux bosses, l'une correspondant à la taille des hommes et l'autre à la taille des femmes. Évidemment, avec cette seule information, vous êtes incapable, si je vous donne simplement la taille d'une personne, de dire si c'est un homme ou une femme. Vous allez dire, en probabilité, je peux avoir X% de chance que ce soit un homme et X% que ce soit une femme, et Y%, pardon, que ce soit une femme. Mais vous ne pourrez jamais catégoriser parce qu'en fait, la réponse n'est pas dans la donnée. Et donc, ce que les mathématiciens doivent faire énormément, c'est d'abord comprendre le contexte de l'acquisition de la donnée, de ce qu'est la donnée, de ce qu'elle transporte de ce qu'elle apporte comme information, et de la qualité. Qualité en termes de qualité, est-ce que le chiffre que je vois est correct, mais pas que. C'est est-ce que l'information que je peux extraire de la donnée est pertinente pour la question que je me pose. Évidemment, quand on se pose ce genre de questions, plus on a de données, évidemment, plus on espère que la réponse sera dans la question. Et donc, c'est pour ça que les techniques qui agrègent énormément d'informations par individu sont de plus en plus pertinentes parce que, avec la taille, vous allez rajouter le poids, vous allez rajouter une dimension temporelle, vous allez rajouter d'autres informations biologiques et petit à petit, vous allez séparer de mieux en mieux la population homme de la population femme. C'est pareil pour d'autres questions, hein. Vous allez avoir les mêmes problématiques qui vont se poser si vous vous demandez est-ce que, à partir de telle liste de phénotypes, ce fœtus a une maladie rare ou non. Alors je prends cet exemple-là parce que, pour vous montrer qu'en fait l'IA arrive à trouver des solutions, plus on a de données et plus on accumule aussi de modélisation. C'est l'exemple de Sonio, donc, qui est une start-up qu'on a cofondée avec les médecins de la maternité de Necker, où la question était de dire est-ce que justement, à partir d'une liste de phénotypes, on est capable de catégoriser le plus tôt possible des fœtus avec une maladie génétique rare. Un cerveau humain d'un gynécologue obstétricien standard, tout à fait bon, c'est entre 30 et 40 maladies connues avec tout ce que ça veut dire. Ça veut dire tout le phénotypage, les prévalences de chacun des phénotypes conditionnels aux maladies, etc. Ce qui est déjà énorme, hein. Un vrai spécialiste va en connaître jusqu'à 60. Mais quand vous vous faites aider de l'IA qui vous permet justement d'organiser, parce qu'on a réussi à modéliser toutes les relations entre les phénotypes et les maladies, etc., et bien vous pouvez aller jusqu'à 500 pathologies. Et donc aider l'humain qui va prendre les décisions dans l'analyse de ce qu'il aura fait, parce qu'avec tous les phénotypes qu'on aura réussi à rentrer, et la totalité de nouveau est importante, avec la connaissance et la modélisation qu'on aura apportée, on aura été capable de proposer quelque chose qui aidera le praticien à prendre une décision. Et à moins se tromper, hein, donc on le voit bien à travers votre propos, la qualité de la donnée est clé dans la qualité et la pertinence de l'intelligence artificielle. Petit tour de table rapide les autres intervenants. Où est-ce qu'on en est de la qualité des données qui sont mobilisées dans les pratiques et dans l'usage de l'intelligence artificielle? Arnaud, si vous voulez commencer. Très brièvement, moi, je vois deux types de données. Il y a des données qui sont acquises de façon automatique avec des méthodes robustes, et ça va concerner les données. Il y a des équipements comme des données d'imagerie, de fond d'œil, d'histopathologie, ou même des données de génomique. Ces données-là sont généralement de bonne qualité parce que les modalités d'acquisition des données sont assez déterministes. Et puis il y a tout ce qui est données, on va dire, cliniques, basées sur des classifications humaines, parfois un peu moins explicites et un peu moins formelles. Et là, c'est probablement un peu plus difficile, un peu moins structuré, tout simplement. C'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal, mais on a l'impression que les données les plus simples, c'est-à-dire les comptes rendus médicaux, sont les plus difficiles à exploiter en réalité. Il y a des études qui montrent par exemple que dans un entrepôt de données, par exemple, 50% des comptes rendus médicaux sont du copier-coller du précédent, donc ça pose beaucoup de problèmes. Et paradoxalement, donc, les données les plus compliquées, le génome, l'imagerie, etc., c'est beaucoup plus facile à enregistrer, à exploiter. Et donc, il est en train de réfléchir à des méthodes, alors, ça fait déjà un petit peu de temps, de NLP, et puis bientôt probablement des LLM, pour essayer justement d'objectiver et d'utiliser aussi ces données cliniques qui, à mon sens, en tout cas en IA et en médecine, seront celles qui vont donner le plus de résultats immédiats.
Et puis on souffre aussi sans doute de la partition encore en France entre la donnée clinique et la donnée médico-économique, la donnée de la CNAM. Donc il faut l'élargir, permettre notamment pour porter des programmes de responsabilité populationnelle d'avoir plus de partage dans des cadres de confiance qui permettent de mieux accéder à ces données pour soutenir le développement de l'IA. Arnaud Rosier, vous œuvrez dans le domaine de la cardiologie avec l'application directe avec Implicity de l'intelligence artificielle qui vous permet d'être plus fiable et plus spécifique, mais ce n'est pas l'objet de la table ronde. En tous les cas, en fait, la question que je voulais vous poser, c'est finalement, est-ce que néanmoins, malgré cette fiabilité additionnelle, est-ce que l'IA fait naître des risques nouveaux qui vous posent problème dans la façon dont vous déployez ces solutions? Alors que ça soit chez Implicity et plus largement dans l'ensemble des applications qu'on voit, je dirais que pour résumer qu'il y a deux types d'IA. Il y a ce qu'on pourrait appeler de l'IA de productivité, on en a pas mal parlé aujourd'hui, c'est tout ce qui permet de faciliter le travail du médecin. Donc chez Implicity par exemple, c'est le fait de pouvoir trier des données automatiquement, le fait de pouvoir relire des électrocardiogrammes. C'est un petit peu comme ce qu'on voit sur l'IA d'imagerie un peu conventionnelle, d'IA de diagnostic. Et puis il y a de l'IA de prédiction. L'IA de prédiction, ce sont des IA qui vont essayer d'anticiper la survenue d'événements chez les patients. Et nous, typiquement, à partir des données du SNDS, on a développé des modèles qui permettent d'évaluer le risque d'hospitalisation à 1 mois chez des patients insuffisants cardiaques. Donc on voit que si vous voulez, les risques ne sont pas les mêmes, mais surtout la nature de ces IA est différente. L'IA de productivité, c'est de l'IA qui vise à finalement résoudre un peu ce problème de ressources qu'on a. C'est-à-dire des médecins avec trop de données, et c'est typiquement quelque chose qu'on voit dans la télésurveillance. La télésurveillance, c'est un mode d'acquisition de données intéressant, il y a plein d'objets connectés, on reçoit plein de données, mais ça crée un nouveau problème pour les médecins qui est comment faire en sorte de revoir toutes ces données en temps et en heure et d'en créer une efficacité médicale derrière, de trouver le signal par rapport au bruit. Les risques que ça peut créer, c'est si vous vous dites, est-ce que si demain on remplace tous les médecins par de l'automatisation, est-ce que du coup c'est moins bien ou est-ce que c'est mieux ? Dans l'IA de prédiction, je dirais que la nature du risque est différente. C'est est-ce que vos modèles sont efficaces, mais par la nature de ces algorithmes, les humains ne sont pas en capacité d'essayer de se comparer à ça. On n'est pas vraiment capable de le faire. Donc je dirais que comment est-ce qu'on raisonne en médecine de manière générale ? Il faut toujours raisonner en fonction du contexte. On ne raisonne jamais a priori en disant est-ce que cette IA est risquée, pas risquée ? C'est toujours une question de coût d'opportunité. Si vous abordez la question de est-ce que l'IA peut se tromper, oui, l'IA peut se tromper, donc l'IA n'est pas désirable, on manque le fait que les humains, dans leur fonctionnement de la médecine actuelle, se trompent régulièrement. Et au-delà du fait de se tromper, qui est un paramètre de l'expertise médicale, parce que cette mission elle est basée sur des professionnels et des humains, vous avez la question de est-ce que finalement le même patient, les mêmes données soumis à un jugement d'un expert humain, médecin, infirmier, qui a été finalement élevé par de la connaissance médicale théorique et par son expérience propre, est-ce que vous allez toujours avoir le même traitement ? Est-ce que vous aurez toujours la même ordonnance, le même diagnostic ? À l'évidence, non. Donc la question devient aussi comment évaluer si l'IA apporte plus de bénéfices que de risques ? Et c'est toujours comme ça qu'on raisonne en médecine. Est-ce qu'on augmente le niveau de bénéfice par rapport au niveau de risque ? Est-ce que ce niveau de risque est acceptable ? Alors Jean-Emmanuel Bibaud, vous êtes utilisateur de l'intelligence artificielle dans votre pratique d'oncologie. Et donc vous vivez l'évolution que ça induit dans la pratique médicale. Cette nouvelle vague, d'ailleurs, elle nous questionne, elle nous fait craindre une déshumanisation de la médecine. Et finalement, est-ce que la question qu'on a aujourd'hui quand l'IA se trompe, est-ce qu'elle ne se trompe pas tout simplement d'avenir pour les médecins ? Et je pense que les précédentes interventions nous interpellent aussi sur la façon dont les médecins intègrent l'IA dans les pratiques. En fait, on a l'impression qu'il y a énormément de fantasmes qui sont probablement issus d'un peu de la pop culture, on va dire, qui sont projetés notamment sur l'utilisation de l'IA en médecine, le rapport entre la machine et le corps, etc. Et probablement que moi, j'ai un peu l'avis contraire, un peu qui va contre courant, c'est que j'ai plutôt l'intuition que l'IA va au contraire réhumaniser la médecine. On pose souvent la question, mais en fait, les patients très souvent se plaignent de la technicité de la médecine et ce n'est pas lié à l'émergence de l'IA. Ça, c'est depuis, on va dire, les années plutôt 90, notamment avec l'émergence de l'imagerie médicale et la puissance de ce que ça pouvait permettre. Et depuis cette époque-là, les patients se plaignent effectivement beaucoup d'une perte de contact. Et cette perte de contact, elle se fait notamment à cause de la technicité de la médecine qui a vraiment clairement augmenté par rapport à ce qu'on pouvait faire auparavant. Et donc là, on est maintenant à une période où cette technicité,
elle va pouvoir être reprise par des algorithmes, reprise par de l'IA, au moins en partie. Et donc, ça va permettre de libérer du temps humain pour faire en fait, le vrai travail de médecin, qui est la relation notamment avec son patient. Et donc, très paradoxalement, l'IA, non seulement ne va pas, je pense, déshumaniser les choses, mais au contraire réhumaniser les choses. Alors tout ça, évidemment, ça s'anticipe. En libérant du temps, par exemple, comment en oncologie, donc en radiothérapie, on prépare les traitements par radiothérapie pour, entre guillemets, dire à la machine où elle doit envoyer les rayons. Ce genre de préparation, ça peut prendre parfois 2 à 3 heures manuellement à faire sur ordinateur. À Pompidou, donc où j'exerce, on a des algorithmes qui permettent de réduire ce temps à 2 à 3 minutes. Et donc, il y a tout ce temps-là qui est libéré pour faire d'autres choses. Donc, pas être devant son ordinateur, mais faire de la consultation, faire de la relation avec ses patients. À condition qu'on le fasse. À condition que ce soit anticipé, que ce soit réfléchi et que ce soit fait dans ce sens-là. Alors David Gruson, vous, voilà, le potentiel, on le voit, de l'IA est infini. Vous, votre crainte, si j'ai bien compris, c'est qu'on craigne tant que l'IA se trompe, qu'on se trompe en essayant de la repousser. Oui, exactement, et c'est ce que à la fois Arnaud, Jean-Emmanuel et Stéphanie ont bien montré, c'est le combat qu'on porte depuis 2017 avec Etikia, avec Judith Mel, avec Hélène Marin, mais aussi qui est né de Cham. C'est l'idée de dire que finalement, quand on regarde les risques éthiques associés à l'IA, il y en a, la perte de contrôle humain, la délégation de décision. Le risque éthique principal, c'est d'abord celui de ne pas s'y ouvrir. Et cette position qui est forte, qui est une position lecture un peu inverse du principe de précaution, il faut rappeler que, et c'est assez rare pour le souligner, le Comité national d'éthique l'a endossé. Dès son avis 129, à la suite des recommandations qu'on a portées avec d'autres, avec un grand nombre de personnes présentes ici, le CCNE a pris cette position, il l'a réitéré dans son avis 141. Le risque principal associé à l'IA, ce serait de la bloquer. Parce qu'il faut bien mesurer que dans un environnement où le numérique en santé se diffuse, les frontières entre systèmes de santé sont de plus en plus poreuses. Et d'ailleurs, il ne faut pas être dupe de ce qui se passe. Si on n'est pas capable de développer des solutions françaises, européennes, dans un contexte qui est juridiquement et éthiquement le plus protecteur au monde, nos concitoyens, les professionnels de santé français et européens se tourneront vers des solutions conçues ailleurs, avec un risque d'exfiltration de nos données de santé, un risque de perte de souveraineté. Mais l'enjeu de développer ces outils en France, de s'inscrire dans une logique de régulation positive, d'inventer des méthodes de management et de gestion de risque crédibles mais souples, c'est aussi un enjeu éthique pour l'avenir du système de santé. Alors, voilà, vous l'avez compris, on est tous convaincus que l'intelligence artificielle fait vraiment partie de la médecine de demain, et de la médecine d'aujourd'hui déjà. La question du risque de se tromper avec, par ou malgré l'IA, elle questionne le droit, elle questionne la responsabilité et elle questionne du coup, par voie de conséquence, la régulation. Donc en termes de responsabilité, quid d'un médecin qui se trompe, avec de l'IA notamment, quand c'est généré par l'IA, est-ce que ça change la responsabilité médicale ? Pour parler de cette question-là, il faut vraiment comprendre qu'il y a, on va dire très schématiquement, 2 grands types d'IA qui vont être utilisés. Il y en a une qui est déjà utilisée, c'est l'IA dont on se sert et pour faire des choses que l'on sait faire nous-mêmes. Donc typiquement de la lecture d'imagerie médicale, radio, scanner, IRM, ou alors de la lecture de biopsie en anatomopathologie. Dans ce domaine-là, pour l'instant en tout cas, même si l'IA permet d'accélérer les choses, il y a toujours une relecture humaine qui est faite derrière. Donc la responsabilité finale, elle ne change pas vraiment, elle va quand même incomber au médecin qui va valider le résultat terminal, final. Pour l'instant. Voilà, exactement. Peut-être que dans les années à venir, il y aura de moins en moins de choses comme ça. Et donc, ça permet de parler du deuxième type d'IA. C'est des IA qui permettent de faire ce que les humains, de toute façon, ne sauront pas faire. On en a déjà un petit peu parlé. Et donc, typiquement, prédire à l'avance votre risque d'avoir une maladie, ou alors, si vous avez déjà une maladie, prédire vos chances d'en guérir. Ça, on sait avec la recherche en neurobiologie qu'au-delà de 5 facteurs, le cerveau humain n'est pas bon pour prendre une décision, pour faire une prédiction. Donc, de toute façon, on ne pourra pas vérifier ce que fait l'IA, à moins évidemment de toute façon de faire des essais cliniques sur des dizaines d'années, c'est peut-être ce qu'il faudra qu'on fasse, mais dans ce cadre-là, il y aura pour le coup une perte un petit peu du pouvoir et
la liability, c'est-à-dire la responsabilité légale, elle est beaucoup plus discutée. Est-ce qu'elle va être partagée entre le médecin qui fera quand même le traitement au final? Est-ce que ce sera l'hôpital qui a payé la solution? Est-ce que ce sera l'éditeur de la solution qui va partager aussi cette responsabilité? Les choses ne sont pas encore totalement claires à mon sens. Une question ouverte sur l'évolution de la responsabilité médicale. Ce qui nous amène justement sur l'évolution de la régulation. Donc effectivement, vous nous le disiez à l'instant, David, vous avez largement plaidé pour la garantie humaine de l'IA, que je propose que vous nous expliquiez un peu plus en détail. Et pour prendre le soin justement de préserver la capacité d'innovation, est-ce que vous pouvez aussi nous dire en résumé ce qui figure dans l'IA Act et ce qui est en train de bouger dans ce domaine? Oui, merci. Alors en fait, finalement, ce principe de garantie humaine, je dis, c'est quasiment une co-AOC de Cham, puisqu'il est né de réflexions qui ont été initiées ici et puis ailleurs en 2017. Est-ce que Guy Balancien a des royalties? Pas du tout, pas du tout. Mais par contre, je pense qu'on peut le saluer et lui dire merci, parce qu'il a créé ce lieu qui permet de faire du bouillonnement d'idées et de faire challenger des principes qui ont été posés et qui d'ailleurs évoluent au fil du temps. Et d'ailleurs, le principe de garantie humaine, un peu comme un Pokémon, il évolue au fil du temps. Et c'est le même principe, mais il devient de plus en plus costaud. Donc c'est l'idée de garder l'humain au centre du dispositif. Et donc là, Jean-Emmanuel l'a bien montré, hein, c'est de garder une décision humaine et de garder des méthodologies de supervision. Donc ce principe a été intégré à l'article 17 de la loi de bioéthique. Il a acquis une première force opposable dans cette loi d'août 2021 avec deux obligations. L'information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge, d'une part, et d'autre part une supervision. Alors le CCNE, le comité d'éthique, recommande une supervision collégiale, ce qu'on a appelé le collège de garantie humaine, avec des méthodologies de qualité et gestion de risque, où on va aller prendre des échantillonnages, revoir des cas avec des représentants de professionnels, des représentants de patients. Ce qu'on a développé, on a maintenant une douzaine d'écosystèmes en place. Le premier dans le domaine des soins bucco-dentaires, en radiologie. Hier, avec les équipes de Sophie Beaupère et Unicancer, on lancé les travaux pour un écosystème avec Unicancer comme tiers de confiance sur les systèmes d'IA utilisés dans les centres. Donc la dynamique avance et elle va acquérir une nouvelle étape, une nouvelle force au niveau du règlement européen sur l'IA qui va entrer en vigueur à partir de 2025. Deux mêmes obligations. Et ça vaut, c'est intéressant, pas uniquement sur l'IA en santé, mais pour tous les systèmes d'IA. Information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge et contrôle humain. Alors pas tout le temps, sur échantillon, selon des méthodologies qui vont se construire et avec le même niveau de sanctions financières que le RGPD, 4 à 6% du chiffre d'affaires mondial des concepteurs et des utilisateurs. Un dernier mot pour dire que là aussi de manière un peu singulière, ce cadre européen puissant ne positionne pas la France du côté de la surréglementation et l'Europe, puisque la FDA a repris le principe en 2021. Elle l'applique aussi. C'est un peu la question qu'on se pose. C'est est-ce que ce n'est pas un Frankenstein de l'IA, cette garantie humaine, avec une obligation qui est quand même peut-être possible au démarrage, mais difficile dans la vie réelle et dans la maintenance de ces dispositifs? Il faut la graduer. Et d'ailleurs, dans le système bucco-dentaire, celui sur lequel on a le plus de recul au bout de 3 ans, comme le système d'IA a fait l'objet d'un contrôle, et d'ailleurs les principales actions correctives n'ont pas porté sur le système lui-même, mais sur les pratiques humaines. Donc avec le besoin de reformation. Mais il faut graduer la garantie humaine, permettre de faire en sorte qu'elle soit adaptée à la vie du système. Et Jean-Emmanuel, vous prévenez vos patients que vous utilisez de l'IA? Ça va peut-être étonner certains, mais en réalité, il y a beaucoup de patients qui ont même une impétence. Ils viennent parce qu'il y a ça. Alors même s'il y a actuellement, en toute honnêteté, ça ne permet pas véritablement d'améliorer la qualité, ça permet de gagner du temps, mais ça n'améliore pas vraiment pour l'instant. Les patients, paradoxalement, n'ont pas de défiance par rapport à ça. La majorité, au contraire, ont plutôt envie. C'est même un facteur d'attractivité aussi pour les médecins, absolument, pour les soignants? Oui, absolument. Sur ce sujet de la garantie humaine, Arnaud Rosier, est-ce que vous pensez que cette réglementation européenne que nous expliquait David, c'est l'expression d'une clairvoyance et d'une sagesse européenne ou d'une forme de naïveté face aux acteurs américains qui en ont repris une partie seulement ou aux Chinois qui sont ailleurs? Alors, moi, je suis un petit peu ambivalent par rapport à ça. Moi, je suis médecin, mais je suis finalement maintenant responsable d'une société qui vise à résoudre mon propre problème de médecin, c'est-à-dire venir avec des nouveaux outils. Bon, les médecins ont toujours utilisé des outils innovants de toutes sortes de méthodes, d'équipements. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Il faut se rendre compte de quelque chose d'extrêmement important. L'IA, en Europe, est à peu près tout le temps un dispositif médical, classe 2.
en tant que tel, est déjà soumis à une réglementation extrêmement féroce. Et du coup, si vous me dites, est-ce que l'Europe se trompe, est-ce que la France se trompe, j'ai envie de vous dire, moi, qu'il y ait une réglementation européenne qui soit très stricte sur le sujet des dispositifs médicaux, ça me paraît souhaitable et très naturel. C'est déjà le cas et on est déjà soumis à énormément de complexité, mais voilà, il y a une forme de régulation. L'IA Act va venir ajouter par-dessus, pas seulement en santé, mais notamment en santé, des conditions supplémentaires. Et ça, c'est déjà quelque chose qui freine l'innovation, hein, bien sûr, mais qui est sans doute désirable et qui permet d'avoir un juste milieu, mais qui freine l'innovation. Et David nous a expliqué tout à l'heure que le pire truc qui peut arriver, c'est qu'on n'avance pas. Que ce soit parce que c'est désirable d'avoir de l'IA, mais aussi parce que d'autres gens avancent différemment de nous. En revanche, sur l'aspect français, et j'en suis déjà exprimé auprès de David, moi, ça me terrorise quand j'entends on a inventé un nouveau truc en France, et dans la loi, maintenant, il y a la garantie eux-mêmes, mais pas tout le temps, mais quand même parfois. Et j'entends un petit peu, comme quand on nous parle de données de santé, ah, mais attendez, on a l'hébergement de données de santé, mais on va vous inventer un nouveau truc, et maintenant, on aura l'hébergement des données peut-être de biologie qu'on va faire différemment, et il faudra utiliser des technologies d'il y a 20 ans pour être conforme avec le droit français pour des raisons de souveraineté, parce que la France, c'est différent. Et qu'on a du mal à faire évoluer. Exactement. Et du coup, j'ai envie de dire, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde sur le plan de la régulation entre ce qui se fait en Europe et ce qui se fait aux États-Unis, les Américains ont déjà une attitude qui évolue beaucoup plus vite que les Européens dans le contexte de l'IA. En Europe, il y a le MDR et l'IA Act, mais qui sont assez rigides quand même. Et les Américains, maintenant, ont par exemple mis en place des fast-tracks qui permettent, sur des algorithmes, de pouvoir valider plus rapidement des algorithmes plus avancés. Et un problème, sans doute, qu'on ne veut pas avoir en Europe, c'est de conserver de vieilles versions d'algorithmes dont on sait qu'elles sont dépassées, uniquement parce que pour l'industriel, c'est trop cher de refaire passer toute la démarche. Aujourd'hui, on est un petit peu coincé là-dessus. Un deuxième exemple, aux États-Unis, toute l'IA symbolique dont a parlé Stéphanie tout à l'heure, c'est-à-dire des modèles à base de connaissances explicites, pas de black box, mais de modèles explicables, toutes ces choses aux États-Unis ne sont même pas considérées comme un dispositif médical parce que le régulateur américain considère qu'il y a un bénéfice très supérieur à appliquer des règles simples de contrôle de l'humain par rapport à des algorithmes complexes. Et donc, seulement des algorithmes à base d'apprentissage seront considérés comme des dispositifs médicaux par la FDA. Et un dernier point, j'ai envie de dire, un petit peu dans la provocation, est-ce qu'on utilise la garantie humaine aujourd'hui sur les humains ? Moi, je suis médecin. J'ai découvert, en créant une société, qui avait de la réglementation, des systèmes de management de la qualité. Je n'ai jamais complètement compris à l'hôpital quel était le système de management de la qualité qui garantissait que des humains regardaient ce que les autres humains faisaient. Et donc, j'ai envie de dire, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on n'irait pas créer une garantie humaine pour les humains ? Ne donnez pas de mauvaises idées aux uns et aux autres dans cette salle. Stéphanie Alassonnière, donc vous travaillez en recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle. Quelles seront les prochaines vagues ? Parce que là, on parle des IA qu'on connaît, on sait qu'il y a d'autres générations d'IA et qui vont nous interpeller sur ces questions-là. On parle aussi d'IA dotée de conscience. Donc voilà, c'est quoi l'avenir dans ce domaine et l'avenir en termes d'erreurs, en tout cas de risques et de craintes pour demain ? Alors, moi je pense qu'on est arrivé à un point, et en particulier avec l'arrivée des grands modèles de langage, donc de ChatGPT, qui a un peu chamboulé tout le paysage de la connaissance du grand public de l'IA, on est arrivé à un stade où la partie apprentissage est bien connue, et à partir de très très grosses bases de données. Donc au départ, on avait donc les IA symboliques où il n'y a pas besoin de données, les modèles d'apprentissage statistique où effectivement tout est explicable, il y a de la donnée mais quand même on n'a pas besoin de beaucoup parce qu'on met beaucoup de contraintes mathématiques dessus, donc grosso modo on a besoin de moins d'informations de la part de la donnée. Les modèles à partir de deep learning où là le mathématicien reste un peu en retrait et laisse la machine modéliser presque toute seule. Et là, on a besoin d'un afflux de données important. Et ça, c'est ChatGPT qui a appris sur des milliards et des milliards de textes. La prochaine étape, c'est de réussir à faire des performances équivalentes avec beaucoup moins de données et des réseaux, ou en tout cas des structures mathématiques beaucoup plus fines, mêler l'apprentissage deep learning avec des modèles mathématiques pour réduire la taille de la quantité de données nécessaires, et donc ce sera l'IA frugale. Alors on est déjà un peu rentré, et en médecine, c'est un des principaux challenges
parce qu'on a assez rarement la capacité, même si je mettais tous les comptes rendus médicaux qu'a Pompidou, à côté de ceux de toute la PHP avec les hospices civils de Lyon, Marseille, etc. Enfin, même ça ne suffirait pas à entraîner un ChatGPT from scratch. Hein. Mais ça ne suffirait pas pour réussir à faire les performances qu'a ChatGPT. Donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus intelligents, nous mathématiciens, pour réussir à modéliser, à introduire de l'information, du concept mathématique, pour arriver à de l'IA frugale. Et alors, pour rebondir sur juste ce qui vient d'être dit avant, en fait, ce qui va être nécessaire, à mon sens, et aussi pour rassurer les populations sur l'utilisation de tout ça, on ne va pas brûler la forêt amazonienne à chaque fois qu'on va faire un truc, mais on va être économe en énergie, en quantité de données, et on va faire attention à ce qu'on fait. Il va falloir acculturer énormément les populations. Et tout le monde, c'est-à-dire pas juste former les futurs médecins, former les futurs ingénieurs aux problématiques de la donnée de santé, des modèles mathématiques pour la santé, etc. Il faut que tout le monde soit informé. Et peut-être que finalement, la notion de garantie humaine, elle pourrait passer par une acculturation globale, et je rejoins un peu le propos d'Arnaud, c'est-à-dire informer tous les patients qu'on va utiliser une IA. Je pense que vous n'êtes jamais allé chez un médecin qui va vous dire attention, je vais utiliser mon stéthoscope et pas un cornet acoustique là, parce que le stéthoscope c'est mieux. L'IA c'est pareil, il ne faut pas stigmatiser l'IA, il faut réussir à ce que dans les consciences collectives, les gens aient compris ce que ça fait, les gens aient conscience que oui, que comme tout ça se trompe, mais que le médecin derrière le sait, a été formé et saura avoir un recul suffisant. Et que le bénéfice-risque à mon sens, est favorable. Quand on ira vers l'IA frugale et qu'on sera plus explicatif, on réussira aussi à aider, à former et à informer. Alors, peut-être pour synthétiser, je conclurai avant de vous laisser le dernier mot par la formule, c'est finalement que l'IA se trompe, et alors ? Et alors, parce que finalement, elle se trompe sans doute beaucoup moins, et ça a été rappelé. Alors, je voudrais néanmoins pas éluder la question derrière la question de Guy Valencien. Quand l'IA se trompe, et pour conclure, je voudrais vous demander à tous les quatre quel serait votre pire cauchemar en la matière. David ? Mon pire cauchemar, c'est le Netflix de l'IA en santé. Et réfléchissez-y, regardez la courbe des choses, la manière avec laquelle les choses avancent. Et c'est formidable, la technologie se développe. Néanmoins, on est à quelques mois sans doute de voir apparaître une plateforme extra-européenne qui distribuera des algorithmes contre quelques dizaines d'euros sans aucune intermédiation par un professionnel de santé. Et il faut qu'on soit prêt en gardant l'humain au centre du dispositif. Ce n'est pas un luxe, hein, c'est vraiment une nécessité à adapter au dispositif, à rendre compatible avec l'innovation. C'est la régulation positive. Ça tombe bien parce qu'il faut s'y préparer d'ici 2025. On a encore un peu le temps, mais c'est demain. Emmanuel ? Mon cauchemar, il n'est pas si loin de celui de David. Je pense qu'au-delà des aspects économiques, d'avoir un acteur américain ou chinois qui développerait ou qui distribuerait ce genre de modèle-là, il y a aussi le pur côté médical. C'est-à-dire que si ce sont des modèles qui ont été développés sur des populations américaines ou chinoises et pas validés sur des populations européennes, on sait que ça ne va pas forcément marcher aussi bien. Donc ça veut dire concrètement de la perte de chance pour les patients qui auraient utilisé ce genre d'algorithme-là en pensant que c'est bien, alors qu'en fait ça ne marche pas bien pour eux. Et donc il faut, au-delà du côté économique, aussi penser en termes de santé publique. Et donc la conclusion pour moi, c'est qu'il ne faut pas freiner l'utilisation et le développement de ces outils-là. Il faudrait au contraire qu'on cherche et qu'on réfléchisse à les développer en France et en Europe. Et écoutez, mon cauchemar, c'est qu'on se retrouve à Cham dans quelques années et qu'on se dise « Ah, mais quand même, on était pas mal parti pour faire de l'IA en France, on était pas mal parti pour faire de l'IA en Europe. Ah, écoutez, mais bon, on va faire le nouveau truc d'après, quoi, et on est pas mal parti pour le faire, mais qu'on ait encore loupé la génération d'avant parce qu'on veut mettre le système parfait, que tout soit français du début à la fin, que tout soit parfait parce qu'on est dans cette culture extrêmement foisonnante intellectuellement. Mais voilà, encore une fois, que les choses nous arrivent de l'extérieur parce qu'on a raté ce train-là une fois de plus. Et je crois qu'il est encore temps, mais faisons quand même attention. Il ne faudrait pas qu'il se passe de l'IA ce qui se passe avec la pertinence et la qualité des soins. Merci.